Regardez Living Santé pour prendre soin de vous avec l'Observatoire Santé Pro BTP. La santé mentale, on en parle de plus en plus et c'est tant mieux. Parmi les troubles les plus fréquents, il y a la dépression. Mais alors qu'est-ce que c'est? Bienvenue dans Living Santé. Gaëlle, enchantée, merci d'être ici. Qu'est-ce que la dépression? Alors c'est une maladie et c'est un ensemble de maladies. Il y a des symptômes communs à toutes ces maladies et puis il y a des symptômes qui vont les différencier. Ça ne va pas être exactement la même chose de souffrir d'une dépression post-traumatique, d'une dépression simple, d'une dépression qui appartient à un trouble bipolaire. C'est important de préciser ces symptômes-là parce que ensuite les prises en charge vont être différentes. Et alors, est-ce qu'il y a des différences entre la déprime et la dépression? Alors la dépression, c'est une maladie. Les symptômes sont intenses et ils sont durables. La déprime, c'est bref et c'est peu intense. Et c'est pas une maladie. Et quels sont les signes et les symptômes d'une dépression? Alors les signes, il y en a plusieurs, on ne les a pas forcément tous. Ils sont très variés dans leur nature et aussi par leur intensité. En général, c'est comme si le cerveau tout d'un coup se mettait à moins marcher au ralenti. Toute action peut être difficile, tout coûte, tout demande beaucoup d'énergie, alors qu'avant, on n'était pas comme ça. C'est vraiment une rupture dans son fonctionnement. Et quand on a un changement qui est net et qui est durable, on peut dire que ce sont des symptômes de dépression. Et ces symptômes vont avoir un retentissement sur le fonctionnement au quotidien. On est moins motivé, on est moins concentré, on a moins de plaisir à faire les choses. On va avoir moins envie d'aller travailler, moins envie de voir ses amis. Et puis, on peut avoir des symptômes plus graves jusqu'à l'envie de mourir et l'envie que tout ça s'arrête parce que c'est insupportable. Et du coup, ça veut dire que même des choses qui nous faisaient du bien habituellement, ça ne nous génère plus aucune émotion positive. Oui, de moins en moins. Et c'est ça un marqueur le plus important. C'est vraiment ce changement net dans le fonctionnement personnel qui doit alerter la personne. Et puis c'est souvent l'entourage que ça alerte. Et alors, est-ce qu'on peut croiser des gens dans notre quotidien? On ne le sait pas, ils souffrent d'une dépression, mais on ne le voit pas parce que finalement, ils sont encore capables d'aller au travail ou de mener une vie, on va dire, encore active, un peu d'apparence, même si à l'intérieur, ils peuvent vivre des moments qui sont très compliqués. Oui, et c'est pour ça souvent d'ailleurs que ce n'est pas forcément diagnostiqué tout de suite. Il y a les cas moins sévères où on se lève, on va travailler, on passe sa journée. Et dans le cas le plus grave, dans les mélancolies, on reste enfermé dans le noir, dans sa chambre, on n'arrive pas à ouvrir les volets, on n'arrive pas à aller aux toilettes, on a soif et aller se servir un verre d'eau, c'est difficile. Et ça, c'est un critère beaucoup plus grave. Est-ce que ça se soigne, une dépression? Alors oui, ça se soigne. Ça se soigne avec des protocoles de soins qui sont différents en fonction de la nature de la dépression, avec une partie qui est une partie médicamenteuse et puis une partie qui est une partie psychothérapeutique pour travailler en fonction de la forme de dépression sur des points précis. Même si on souffre d'un début de dépression, il faudrait, à partir du moment où on la reconnaît, dans chaque cas, être automatiquement traité. Oui. En tout cas, pris en charge. Alors, traiter, c'est pas forcément un traitement médicamenteux. Oui, bien sûr. C'est important, effectivement, de traiter le plus tôt possible l'ensemble des symptômes et faire ensuite de la prévention, qui est aussi très importante pour l'évolution sur le long terme et diminuer le risque de rechute. Est-ce que la dépression peut toucher tout le monde? Elle touche beaucoup de monde, puisqu'elle touche une personne sur 5 au cours de la vie. Et elle touche tout le monde, c'est-à-dire les hommes, les femmes et tous les âges. Et alors, est-ce qu'on est tous égaux face à la dépression? Alors, on n'est pas tous égaux. Il y a des personnes qui ne souffriront jamais de dépression. On n'a pas tous la même vulnérabilité par rapport à cette maladie, parce qu'on a des facteurs génétiques qui sont différents. On a une enfance différente, on n'a pas les mêmes événements traumatiques précoces éventuellement. On n'évolue pas quand on est adulte aussi dans le même environnement au niveau du stress, au niveau des traumas. Et puis on n'a pas tous la même structure psychologique qui fait que face à des événements stressants ou à des événements traumatiques, on ne va pas s'adapter de la même façon et on va être plus ou moins vulnérable aux émotions négatives. Et est-ce qu'il y a des facteurs déclencheurs d'une dépression? Il y a souvent un élément déclencheur, c'est-à-dire que la dépression va arriver à un moment où il y a une rupture dans le mode de vie. Cette rupture, ça peut être une rupture affective, ça peut être un licenciement, l'entrée dans les études supérieures. Et puis, il y a des choses anormales qui sont les traumas, les agressions sexuelles, les attentats, les situations où on a peur de mourir. Et puis, des fois, il y a aussi des dépressions dans lesquelles il n'y a aucun événement déclencheur. D'accord. Et la maladie, elle vient comme ça. Il ne s'est rien passé de particulier. Ça donne lieu, je pense, à des personnes qui parfois se disent « mais mince, j'ai tout pour aller bien » et pourtant, sans savoir
pourquoi et sans l'expliquer, j'ai des pensées négatives, quoi. Oui, et c'est vrai que souvent ça entraîne un sentiment de culpabilité beaucoup plus fort parce que on n'a pas de raison d'aller mal. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de raison d'aller mal. C'est-à-dire que même quand ce sont des facteurs déclencheurs, c'est des facteurs déclencheurs. Ensuite, la dépression, c'est une maladie et les symptômes, ils sont là. Et c'est ces symptômes-là qu'il faut traiter. Quand on vit une dépression, est-ce qu'il y a des choses qui vont venir l'aggraver? Alors, les facteurs aggravants, qui sont des facteurs de résistance à la guérison ou qui sont des facteurs de rechute, il y a les facteurs d'hygiène de vie. Le facteur principal, c'est l'alcool. C'est la consommation d'alcool qui est très très fréquente en France et trop importante chez beaucoup de gens avec un effet nocif sur la santé, puisqu'il y a 14 millions de Français qui ont un usage nocif pour la santé de l'alcool. Waouh, ok. L'alcool est dépressiogène, l'alcool modifie aussi la structure du sommeil et il interagit aussi beaucoup avec les médicaments, c'est-à-dire que ça va diminuer l'efficacité des médicaments, ça va augmenter leur effet secondaire. Le deuxième facteur, c'est aussi le sommeil. Le sommeil est important pour la santé en général. On est des animaux qui vivons le jour et en fait, c'est pas la durée du sommeil qui est importante, c'est surtout les horaires. C'est-à-dire que si on se couche à 4 heures du matin et qu'on dort jusqu'à 4 heures l'après-midi, ça n'aura pas le même effet. C'est important de dormir la nuit. J'aimerais qu'on aborde les consultations. Comment se passe une consultation psychiatrique? Puisque c'est vrai qu'avec tous les films avec lesquels on a été bercés, quand on voit des personnes qui consultent chez un psy, en général, elles sont allongées sur ce genre de canapé sur lequel je me situe, avec le psy qui note plein de choses. Est-ce que tu pourrais nous expliquer à quoi ça correspond réellement? Souvent, on confond la psychanalyse avec la consulte en psychiatrie. Le psychiatre est d'abord un médecin. Et donc, quand on va voir un médecin parce qu'on pense qu'on est déprimé, on va avoir affaire à une consultation médicale. Le médecin va vous poser plein de questions sur vos antécédents, les anciennes maladies, les symptômes, votre mode de vie. Donc c'est très interactif, donc Ouais. c'est pas juste un monologue du patient. Ensuite, il va chercher des causes médicales, parce que la dépression, c'est vraiment un diagnostic d'élimination. Donc il faut d'abord qu'on élimine d'autres maladies médicales qui pourraient mimer les mêmes symptômes. Donc on va faire une prise de sang, par exemple. Et ce qui est important aussi, c'est que quand on rentre dans un cabinet d'un psychiatre, on est libre. C'est-à-dire qu'on va proposer aux patients des soins, on va le mettre au centre des décisions. Les patients peuvent dire non, même sur des choses où nous, on pense que c'est important, mais c'est pas grave. On prendra le temps soit de les convaincre, soit on fera autrement. Les prises en charge peuvent être variables. On a le temps de travailler avec le patient sur le programme de soins qui lui convient. J'aimerais qu'on revienne sur les différents clichés qu'on entend le plus au sujet de la dépression. Le premier, c'est une question de volonté, il faut absolument que tu te ressaisisses. Alors non, puisque la dépression est une maladie, donc en fait on ne décide pas qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là. Quand on n'arrive pas à faire les choses, c'est qu'on n'a pas d'énergie pour le faire et c'est pas du tout une histoire de volonté. On entend aussi, j'ai pas besoin de voir un psy, je vais très bien, ou les psys c'est pour les fous, moi je ne le suis pas. Il y a effectivement beaucoup de clichés sur la consultation avec le psychiatre. Donc non, la consultation avec un psychiatre, c'est pas pour les fous. Le psychiatre est d'abord un médecin et c'est souvent ça qu'on oublie. On confond avec la psychanalyse et ce n'est pas du tout la même chose. Et alors toi, est-ce que en consultation ou dans ton quotidien, il y a des clichés ou des choses comme ça que tu entends souvent? Les clichés sur les médicaments. Les patients ont très peur de prendre des médicaments avec l'idée qu'on est dépendant, qu'on est accro aux médicaments. D'une certaine façon, c'est vrai, c'est qu'on ne peut pas arrêter un médicament brutalement. C'est dangereux, mais c'est vrai pour des tas de médicaments. Et quand on arrête trop vite et trop tôt un médicament, les symptômes de dépression reviennent et on prend ça pour une dépendance. Alors que non, c'est juste que la durée du traitement n'était pas suffisante. Un autre cliché qu'on entend aussi beaucoup, c'est si quelqu'un a des pensées suicidaires et que je décide de lui en parler, ça va lui donner des idées. Il y a beaucoup de tabous autour de l'idée suicidaire, alors que c'est le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire que parler des idées suicidaires permet de désamorcer les choses, de désamorcer une crise. Ça permet aussi de replacer l'idée suicidaire comme un symptôme. Donc au contraire, on diminue le risque de passage à l'acte en parlant des idées suicidaires sans aucun tabou. Quand on est un proche, comment est-ce qu'on peut exprimer son inquiétude? Il faut parler simplement de ce qui nous inquiète. Il faut parler de dépression, il faut parler des solutions, il faut amener la personne à consulter son médecin traitant. On peut aussi prendre rendez-vous pour lui parce que quand on a du mal à faire les choses, prendre rendez-vous avec un médecin, c'est difficile. Prendre rendez-vous avec un spécialiste, c'est encore plus difficile. Si la personne est d'accord, on peut l'accompagner aussi. Et puis, il faut passer du temps avec lui. Il faut passer du temps aussi à parler d'autres choses que de la dépression. Il faut l'aider dans son quotidien. Il faut lui proposer des activités sans le forcer non plus. Il faut être disponible.
À quoi est-ce qu'on doit être attentif au quotidien? Ce qui doit nous inquiéter, c'est le risque suicidaire, parce que c'est ça qu'on redoute dans la dépression. Donc ça, c'est la façon dont la personne en parle. Donc ça peut être juste des idées très, très passagères, donc ça, c'est pas inquiétant. Et il y a un point de bascule, c'est quand la personne commence à planifier les choses, à imaginer des scénarios, donner des instructions quand il sera mort. Là, on s'inquiète vraiment. Si on se rend compte qu'il y a un danger imminent, qu'est-ce qu'on doit faire? En cas de danger imminent, on appelle le 15. C'est le SAMU. La crise suicidaire aiguë est une urgence médicale. Si le danger n'est pas imminent, on essaye d'accompagner la personne sur des urgences psychiatriques autour de chez soi. Donc on regarde où est-ce qu'elles sont et on l'accompagne. Et puis il y a aussi une ligne de prévention de la crise suicidaire qui est le 3114 et qui est ouverte 24 heures sur 24, qui peut donner des conseils et orienter. Merci Gaëlle pour toutes ces réponses. Si vous vous êtes reconnu dans ce qu'on a abordé aujourd'hui ou si vous reconnaissez l'un de vos proches, parlez-en à un médecin traitant. Vous avez pris soin de votre santé avec l'Observatoire Santé Pro BTP en regardant Living Santé.